Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Donc au programme, aujourd'hui, nous allons présenter l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Nous ferons un point sur les actualités du ministère. Et le focus thématique porte cette semaine sur les missions du service de santé des armées lors de son engagement en Égypte au profit des blessés civils issus de Gaza. C'est le médecin-chef Vincent Baquet, chef de l'état-major opérationnel du service de santé des armées, qui présentera le bilan de ces missions. Et nous ferons enfin un point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Gaudillière, porte-parole de l'état-major des armées. Donc Sébastien Lecornu a accompagné le président de la République lors de sa visite d'État en Suède les 30 et 31 janvier. Cette visite avait notamment pour objectif de renouveler le partenariat stratégique bilatéral entre les deux pays et de confirmer la place de la France comme partenaire de confiance de la Suède, notamment sur les sujets de défense et de sécurité. Je vous rappelle que la Suède est un partenaire avec lequel nous avons une vision partagée, une volonté commune de densifier une coopération de défense qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. Je passe aux actualités du ministère et je reviens d'abord brièvement sur la participation inédite de la Légion étrangère au défilé national en Inde. Vous pouvez voir quelques photos. Après la venue en juillet du Premier ministre indien Narendra Modi lors de la fête nationale française, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu en Inde la semaine dernière, accompagné du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Le président de la République était l'invité d'honneur du République Day, journée de la fête nationale indienne. Et à cette occasion, des militaires français ont défilé pour la première fois, une trentaine issus de la musique de la Légion étrangère d'Aubagne et 100 légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie. Ils étaient suivis du survol de 2 Rafales français et d'un MRTT, avion multirôle de ravitaillement en vol et de transport. Et les troupes militaires françaises étaient placées sous le commandement du colonel Anne-Laure Michel, commandant la base aérienne 125 d'Istres. C'est la 2e fois que les troupes françaises défilaient en Inde, la première étant en 2017. Faisons maintenant un bref retour sur le Festival international de la bande dessinée qui s'est tenu à Angoulême du 25 au 28 janvier. À l'occasion du festival et pour fêter ses 40 ans de présence dans la ville, le 1er régiment d'infanterie de marine a ouvert ses portes au public avec notamment une exposition intitulée « Les grandes batailles de l'histoire de France ». Elle a notamment mis en lumière les batailles d'Austerlitz, de Verdun et de Bir Hakeim. Et une quinzaine d'auteurs et une cinquantaine d'ouvrages ont été mis à l'honneur dans ce cadre. À noter également pendant le festival la présence de la mission cinéma qui présentait le prix du ministère des Armées, les Galons de la BD. Plusieurs rencontres ont été organisées autour des lauréats et des sélectionnés des Galons de la BD. Il y a notamment 2 séances de dédicaces ont eu lieu avec entre autres 2 auteurs emblématiques, Julien Hervieux, auteur de Le Petit Théâtre des Opérations, sélection 2023, et Jean-David Morvan, auteur de Madeleine Résistante, Grand Prix spécial 2022. Enfin, en ce début d'année placé sous le signe des Jeux Olympiques, je tenais également à revenir sur un exploit sportif inédit et exceptionnel réalisé au Mont-Blanc par des alpinistes du groupe militaire de haute montagne. Le caporal-chef Léo Billon et son camarade Benjamin Védrine viennent d'écrire une page de l'histoire de l'alpinisme en réalisant 3 exploits en 3 jours dans le massif du Mont-Blanc. Ces 2 alpinistes se sont lancés sur une trilogie inédite en réalisant l'ascension de 3 voies d'exception sur les grandes faces nord du massif du Mont-Blanc. Et en plus de l'exploit physique que représente chacune de ces ascensions, ils établissent aussi des records considérés comme impossibles dans le milieu de l'alpinisme. Ainsi, dimanche 28 janvier, sur les Drues, la voie des guides, réalisation inédite d'une ascension en moins de 10 heures. Le dernier record de cette voie était en 2 jours. Lundi 29 janvier, sur la face nord des droites, sur la Remville-Mal, c'est une des voies sur laquelle s'est frotté le gratin de l'alpinisme français. L'ascension a été réalisée en 7h14, là où la dernière cordée d'alpinistes a mis plus du double. Enfin, le mardi 30 janvier,
Après avoir dormi sur le glacier de la mer de glace, ascension de la voie Nociesta, qui porte bien son nom, Grande Joras, encore un nouveau record avec une ascension effectuée sur une seule journée dans des conditions difficiles. Le précédent record était de 3 jours. Donc nous félicitons pour leur courage et leur détermination, ces alpinistes. Et je passe maintenant à une actualité concernant la Marine nationale. Direction le Centre expert plongée humaine et intervention sous la mer, Cefismer, à Toulon. Dans le contexte de la montée en puissance de la maîtrise des fonds marins, le Cefismer réalise depuis lundi et jusqu'au 4 février une simulation de plongée profonde à saturation avec son caisson hyperbare spécifique 500 mètres. 3 plongeurs d'essai du Cefismer et une infirmière militaire vivent depuis lundi dans l'enceinte du caisson sur la surveillance du contrôle permanent des équipes du Cefismer. Et au moment où je vous parle, après avoir passé 29 heures à un palier équivalent à une plongée de 100 mètres de profondeur, ils sont en palier de décompression. En tant que centre expert de la plongée, le Cefismer maintient et développe cette capacité unique de plongée à saturation dans les armées. Cette activité répond aux enjeux de la préparation au combat de la Marine nationale et elle étend les domaines d'emploi et augmente les compétences de haute technicité pour faire face aux défis actuels et à venir dans la maîtrise des fonds marins. Je poursuis avec 2 publications et un projet innovant que vous connaissez bien, la Red Team Défense, qui va sortir son 3e opus. Je vous rappelle que la Red Team Défense a été initiée en 2019 par le ministère des Armées. Elle est composée d'auteurs, dessinateurs et designers de science-fiction indépendants. Accompagnés d'experts scientifiques et militaires, ils peuvent ainsi nourrir leurs scénarios et imaginer des récits de menaces contre la France et ses intérêts à horizon 2030-2060. Ce 3e volume s'inscrit dans la continuité des 2 premières publications et il présente 2 scénarios. Le premier, autour de la conflictualité dans l'espace, intitulé « La ruée vers l'espace ». Et le second scénario imagine un implant d'un nouveau genre permettant d'assimiler instantanément de nouvelles connaissances. Une autre partie de ces scénarios reste, comme vous le savez, strictement confidentielle. La parution de ce 3e opus est prévue le 7 février et une partie des recettes des ventes de cet ouvrage sera reversée aux associations de soutien aux blessés de guerre. Autre publication, celle de l'édition 2024 du Calepin des entreprises internationales de défense. Cet ouvrage, réalisé par le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la DGA, avec le concours de l'Institut d'études Xerfi. Il permet d'avoir un éclairage sur une sélection d'entreprises de la base industrielle et de technologique de défense mondiale. Et l'édition 2024 porte sur un panel d'une 60aine d'entreprises. Elle rassemble les principales données issues de sources ouvertes relatives à une sélection d'entreprises choisies pour leurs activités industrielles caractéristiques dans le domaine de la défense. Les différentes fiches présentent notamment le classement de l'entreprise, ses données clés, ses domaines d'activité, sa gouvernance, ainsi que ses partenariats ou ses orientations stratégiques. Une version numérique est disponible et téléchargeable sur le site internet de la DGA. Toujours du côté des entreprises, une levée de fonds de 15 millions d'euros en faveur de la société Greenwave a été menée par le Fonds Innovation Défense. La levée de fonds permettra à la start-up d'accélérer le développement d'une technologie de rupture permettant de diriger plus efficacement et en temps réel les ondes porteuses de signal, par exemple utilisées pour les communications par satellite. Plus performante, moins énergivore et moins demandeuse en semi-conducteurs que les antennes classiques, cette technologie de rupture répondra au besoin crucial de décarbonation du secteur du numérique. Pour rappel, le Fonds Innovation Défense a été créé en 2020 par l'Agence de l'innovation défense, gérée par BPI-France. Je termine maintenant avec 2 actualités agenda. La première concerne la cérémonie militaire le 6 février prochain en Bretagne, à Cesson-Sévigné, ville où se trouve le commandement et les unités en lien avec les spécialités SIC, cyber et guerre électronique. Cette cérémonie marquera une nouvelle étape de la transformation de l'armée de terre voulue par le général d'armée Pierre Schill. Cette transformation a débuté en septembre 2023.
Objectif, gagner en puissance et en réactivité. Elles se fondent donc sur la modernisation des équipements, la refonte de l'organisation et l'adaptation du fonctionnement. Et dans ce cadre, le commandement des systèmes d'information et de communication, l'actuel COMSIC, s'adapte et change d'appellation pour devenir le commandement de l'appui terrestre, numérique et cyber. L'école des transmissions évolue également et devient l'école des transmissions du numérique et du cyber. Et une nouvelle brigade d'appui numérique et cyber est ainsi mise en place. Pour plus de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Autre événement à venir, le Forum Terre de jeunesse organisé à l'école militaire à Paris le 8 février prochain, dans la soirée. L'objectif est de présenter les dispositifs jeunesse de l'armée de terre proposés aux jeunes de 18 à 30 ans. Le forum vise notamment à promouvoir l'offre de stages, de volontariat et d'engagement dans la réserve. Plusieurs stagiaires, volontaires ou jeunes réservistes viendront partager leur expérience au sein de l'armée de terre. L'événement est organisé par la Direction des ressources humaines de l'armée de terre en partenariat avec le milieu associatif. Et si vous le souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher également du CIRPATER. J'en ai fini avec les actualités du ministère. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au focus thématique? Parfait. Donc, maintenant, place au focus thématique consacré cette semaine au service de santé des armées engagé pendant 2 mois à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude en Égypte au profit des blessés civils de la bande de Gaza. Vous le savez, après 2 mois de déploiement, la mission des soignants des armées et de la réserve sanitaire à bord du Dixmude a pris fin samedi dernier, le 27 janvier. Dès le lendemain de leur arrivée, le 27 novembre, ils accueillaient les premiers patients dont l'état nécessitait des soins chirurgicaux, faisant de la France la première puissance occidentale à mettre des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza. Au bilan des équipes soignantes présentes à bord, la prise en charge de plus de 120 blessés lourds et 1400 jours d'hospitalisation cumulés effectués au profit des populations civiles de Gaza. Le service de santé des armées a déployé à cette occasion une structure de soins inédite. Je vous rappelle qu'une structure hospitalière, interarmée et interministérielle ad hoc a été créée pour cette mission. Pour vous en dire plus pour ce dispositif et les personnels soignants spécialisés projetés pour cette mission toute particulière, je laisse la parole au médecin-chef Vincent Baquet, chef de l'état-major opérationnel du service de santé des armées. C'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mon général, mesdames et messieurs, peut-être avant de répondre à vos questions, je vous propose de revoir rapidement un film assez court sur les images qui ont été filmées à bord du Dixmude et notamment l'engagement de nos personnels. On soigne vraiment toute population, qu'importe l'âge. La plus-value du service de santé des armées, c'est vraiment, dans ce contexte militaire, soigner ces civils-là, apporter les soins sur des blessures de guerre, finalement ce sur quoi on a été formé. Beaucoup de patients amputés d'un ou deux membres, des patients polytraumatisés, polycriblés, des enfants brûlés, traumatisme crânien, et puis donc ça, il s'agit des blessures physiques et pour tous les patients, que ce soit des enfants ou des adultes, des traumatismes psychologiques qu'il faut également prendre en charge. Ici, je pratique mes compétences infirmières, autant dans la catégorisation des blessés quand ils arrivent et aussi tout ce qui est suivi hospitalier des patients. Donc ceux qui vont avoir des soins quotidiens réguliers mais qui sont stables. Et il y a aussi le côté réanimation, chez qui il va demander peut-être un peu plus d'attention au niveau des soins qu'on va leur apporter. Cette mission, elle est complètement différente des autres missions parce qu'on a été déployé
pour soigner des blessés. C'est une mission où on a besoin de tout le monde. C'est une chaîne. On est tous des maillons importants. Les patients sont très reconnaissants de la qualité du soin et la qualité d'accueil qu'ils ont eu ici sur le Dixmude. Voilà, donc je suis disponible pour répondre donc à vos questions sur cette activité qui était effectivement particulière. Oui. Bassi sur l'imposte et le monitor, si vous pourriez expliquer un petit peu la procédure d'abord, comment les patients sont venus chez vous, qui les a choisis exactement. Vous avez aussi mentionné dans la vidéo, c'était mentionné 120 blessés lourds en 2 mois. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose d'inédit? Ça m'a l'air pas énorme comme chiffre. Alors, pour revenir déjà sur la procédure qui a été mise en place, nous avons installé et inséré la capacité hospitalière qu'on a déployée sur le Dixmude dans le dispositif égyptien. Donc tout le travail a été fait en amont avec le partenaire égyptien, avec des discussions qui ont été réalisées avant même que le Dixmude arrive, pour arriver à comprendre déjà comment eux fonctionnaient, comment les patients sortaient de la bande de Gaza, comment ils étaient pris en charge au sein du dispositif égyptien qui existe, qui a une réalité et qui est assez dimensionnée, et comment nous, on pouvait, nous insérer dans leur dispositif et amener quelque chose en plus ou quelque chose de nouveau en fonction de leurs besoins. Donc les flux qui ont été organisés étaient faits en sortie de Gaza par le processus que les Égyptiens avaient mis en place pour sortir et identifier les patients et à ce moment-là les orienter soit vers leurs hôpitaux, soit vers le Dixmude si jamais effectivement c'était des patients pour lesquels on pouvait apporter quelque chose. De la même façon, une fois qu'on a traité un patient, le traitement n'est pas définitif, c'est une évidence. Donc il fallait également qu'on organise le flux de sortie du Dixmude afin justement de régénérer la capacité de prise en charge du patient à bord du bâtiment. Donc ce flux de sortie a été aussi géré avec le partenaire égyptien qui était en charge de l'orientation secondaire des patients une fois qu'on avait fait les soins. 124, 120, 124, ça reste quand même des patients lourds. Je pense qu'il faut revenir sur le fait que quand on parle de patients chirurgicaux, on est sur des durées d'hospitalisation qui allaient de 5 à des fois 20. On a un patient qui a quasiment passé 1 mois et demi dans un des lits de réanimation. Et donc vous vous doutez bien que effectivement ça ne fait pas forcément du chiffre en tant que tel, mais c'est un patient qui non seulement occupe un lit, qui occupe énormément les équipes, il a bénéficié d'un certain nombre d'interventions chirurgicales et ainsi de suite, et on a eu plusieurs patients comme ça. Donc on peut difficilement comparer les chiffres en fonction, il faut reprendre effectivement le profil des patients. Quand on parle de 124 patients, on est sur des patients et des blessés qui étaient lourds, qui nécessitaient des soins complexes. À côté de ça, on a plus d'1 millier de patients qui ont été vus et pris en charge, mais qui n'ont pas forcément nécessité systématiquement des hospitalisations ou des soins qui étaient particulièrement lourds. Voilà. Cette question, parce que dans les vidéos, il y a les médecins qui parlent aussi de soins psychologiques. Oui. Est-ce que vous avez des psychologues qui parlent arabe? Est-ce que c'est vous aussi qui ont choisi les 2 et après les 7 patients qui étaient transférés en France après? Est-ce que c'est dans le même cadre? Et en fait, si c'était tellement important, pourquoi vous avez terminé cette mission? Merci. Alors, je vais essayer de prendre les questions les unes derrière les autres. Concernant le psychiatre et l'appui psychologique, ça a effectivement été un vrai sujet. On avait des traducteurs à bord. Vous avez vu un aumônier militaire qui effectivement a été particulièrement impliqué dans la prise en charge des patients et effectivement nous a énormément aidé là-dessus. C'est forcément un élément qui est un petit peu difficile lorsqu'on ne parle pas la langue, a fortiori sur un élément psychiatrique. On a quand même réussi à monter et à avoir pas mal de soins qui ont été réalisés dans ce domaine-là.
Donc je pense que là-dessus, ça s'est plutôt bien déroulé. Concernant le fait que la mission s'est arrêtée à un moment, ça a été une décision qui a été prise. Effectivement, on avait déjà prévu de partir 1 mois. On a reprolongé la mission 1 mois supplémentaire. Bon, voilà, il y a une décision qui a été prise. Et voilà. Je vais reprendre la main sur le côté non médical de la mission. Donc, c'est bien une mission du pilier humanitaire souhaité par le président de la République, qui a été effectuée à bord d'un moyen des armées, d'un bateau de la Marine nationale, qui était prévu de manière temporaire, c'est-à-dire qu'on détache des bateaux, en l'occurrence. Et donc, il y a une fin de mission. Et c'est bien, elle a déjà été prolongée, cette mission, par rapport à ce qui était initialement prévu. Et là, le bateau rentre parce qu'il est aussi affecté à d'autres missions. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que le pilier humanitaire, il va continuer. Il continue. On continue d'envoyer du fret humanitaire par différents moyens, dont des moyens aériens, par exemple. À ce stade, non. Il n'y a pas d'autres bateaux. Mais ce bateau a rempli la mission et l'a même prolongée. Je me permets juste de répondre à la troisième partie de la question. C'était sur le transfert des enfants que vous avez évoqué. C'est une mission qui a été prise en compte par le ministère des Affaires étrangères. Excusez-moi. C'est une mission qui a été prise en compte par le ministère des Affaires étrangères. Donc, on a été associé pour des réflexions, mais pas sur la mission en elle-même. C'est le ministère des Affaires étrangères qui est leader sur ce point-là. Bonjour, Patrick Sauce de BFM TV. Je voudrais avoir d'autres précisions sur tout l'aspect psychologique, voire psychiatrique, puisque j'imagine qu'il y a eu un certain nombre de syndromes post-traumatiques en plus des blessures physiques, par rapport à d'autres situations que vous avez auxquelles vous avez dû faire face. On est à quel niveau de syndrome post-traumatique et justement, autant une blessure physique, le dossier médical peut être retransféré dans le flux de sortie aux Égyptiens. Autant, voilà, il y a des patients que vous devez laisser repartir. Comment ça se passe, justement, la suite très médicale? Alors, c'est un petit peu difficile de vous donner une proportion. Voilà, on en a eu beaucoup. Il faut bien voir aussi qu'on a eu quand même la moitié des blessés, des patients qu'on a eu en charge qui étaient des enfants. Alors, vous savez que les enfants, c'est souvent un petit peu compliqué. Il y a souvent, pour arriver à avoir un dialogue, c'est souvent un petit peu complexe. Et puis en plus, on a, comme on l'a évoqué, la problématique de la langue qui nécessite également de commencer à avoir une relation de confiance. Et donc avec les enfants, on reste quand même dans une vraie difficulté, quoi. C'est souvent plus facile avec les adultes. Donc ça, c'est le premier point. On a eu effectivement systématiquement une prise en charge. Elle a été faite au fur et à mesure. Les patients, notamment les patients les plus graves, avaient tendance à rester. Donc en fait, on peut commencer à insérer un processus, je dirais une routine. Et quand on commence à rentrer dans une certaine routine, on arrive à rentrer dans un processus de dialogue. Donc ça, déjà, ça c'est important. Le deuxième point, c'est la continuité en fait de l'activité et du soin. Je comprends très bien, mais en fait, c'est pas quelque chose de particulier. Si vous prenez notamment les cas qu'on peut rencontrer sur tous les syndromes post-traumatiques, la prise en charge médicale, médico-psychologique qu'on fait aujourd'hui, vous avez toujours une prise en charge qui est initiale, qui permet de faire une sorte de diffusing, qui permet déjà de dire, d'ouvrir la parole et d'ouvrir la possibilité de discuter sur le sujet. C'est pas nécessaire derrière que ce soit les mêmes personnes qui assurent le suivi, parce que sinon, en fait, on aurait vraiment du mal à assurer ça. Donc oui, on a ouvert entre guillemets la porte, on a ouvert le dialogue là-dessus. Le transfert et toute la partie médicale et médico-psychologique de ce qui avait été fait à bord a été transféré aux partenaires qui ont pris en compte les patients derrière, et c'est eux qui devront assurer ce suivi-là. Voilà. Mais s'ils retournent à Gaza, dans des situations vraiment très difficiles... Alors, je sais bien que ce n'est plus du coup de votre ressort, mais en tant que médecin, c'est à prendre en compte. Effectivement, sauf qu'en fait, il y a quand même beaucoup de blessés qui ne sont pas retournés et qui ont poursuivi leur parcours thérapeutique dans d'autres structures hospitalières. Donc normalement, cette prise en charge, alors en Égypte ou ailleurs, ça c'est le partenaire égyptien qui gérait ça, mais de toute façon, la prise en charge était quand même organisée normalement derrière. Bonjour, Marina de Russet de l'AFP. J'ai une question.
Juste pour rebondir sur la question de ma collègue, c'est vrai qu'on a appris un peu la fin de la mission de façon inopinée, donc on se demande légitimement pourquoi est-ce qu'on a mis fin à cette mission, si ça marche. Quelles sont éventuellement les autres missions que va faire le DISMUD, du coup, est-ce qu'il est affecté sur quelle mission? Ensuite, moi j'ai une question pour vous sur les blessures que vous avez pu voir, physiques cette fois, et sur les types d'armes qui ont pu mener à ces blessures. Est-ce que vous avez repéré certains types d'armes particuliers, entre même des mines antipersonnelles éventuellement, enfin bon, voilà. Est-ce que, ou alors des missiles, enfin, quel type d'armes ont été utilisées pour ces blessures? Alors, sur la première mission, sur le DISMUD, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon domaine. Donc là-dessus et la suite, c'est pas moi qui peux me prononcer là-dessus. Par contre, sur effectivement les types de blessures qu'on a rencontrées, on a rencontré des blessures qui sont relativement classiques sur ce qu'on rencontre sur les théâtres de guerre, avec des blessures par explosion, forcément de nombreux blessés qui étaient blessés des membres, avec un délai effectivement pour sortir de Gaza, une prise en charge initiale qui avait déjà été organisée avec certains patients qui étaient déjà amputés, certains patients qui avaient déjà bénéficié d'une chirurgie pour être stabilisés. Quand je parle de stabilisation, je parle bien de stabilisation orthopédique. On va rentrer un petit peu dans le détail, je suis désolé, mais on est un peu là-dessus. On est sur des blessures relativement classiques. Vous dire si jamais c'était des mines antipersonnelles, une explosion ou quel est le type d'arme, on n'est pas capable à l'heure actuelle de vous faire cette différence-là. Ce sont des blessures essentiellement par explosion. Oui, c'est clair. Laquelle, c'est pas possible de vous le dire aujourd'hui. Et dans l'absolu, c'est toujours assez difficile quand on reçoit des blessés de faire la part des choses médicalement. Quand on voit la blessure, de savoir si c'est tel ou tel type d'arme qui a été utilisé. Oui, Jérôme Pellistrandi. Donc, en dehors, bien sûr, des Égyptiens qui faisaient l'interface entre la bande de Gaza et le DISMUD, on a vu donc une infirmière belge. Quels étaient les différents contingents qui ont participé, les nationalités qui ont participé à l'opération? Alors, on a eu un appui de 3 partenaires européens, les Danois, les Belges et un élément de coordination anglais qui est venu à bord. Et on a également eu une coopération avec une équipe médicale de Singapour. Ça a été, enfin, si je peux rentrer un petit peu dans le détail, ça a été assez intéressant puisqu'il a fallu quand même qu'on essaye d'organiser avec eux le profil des personnels qu'ils ont dû envoyer, puisque la mission était quand même à réarticuler, à réévaluer en permanence. On parlera peut-être de logistique, mais il a fallu aussi qu'on évalue quels étaient les besoins qui n'étaient peut-être pas couverts, qu'est-ce qu'eux pouvaient nous apporter. Je pense notamment à nos camarades danois qui nous ont aidés, notamment en nous envoyant un kiné, qui a été absolument essentiel à bord, puisque effectivement, dans le cadre de certains niveaux de rééducation pour certains personnels, c'était absolument essentiel qu'on puisse avoir cette compétence-là. Avons-nous d'autres... Oui, j'ai besoin d'une précision sur les chiffres pour y voir clair. Donc, en fait, il y a 120 blessés graves, lourds, plus 1000 qui sont passés, mais qui... en fait, sont des blessés quoi, légers, c'est des. Est-ce que vous pouvez préciser Alors, on n'a pas heureusement eu systématiquement des blessés qui étaient heureusement systématiquement graves. On a pu avoir des gens qui ont pu bénéficier de soins initiaux chez nous et puis une consultation et qui ensuite ont pu repartir être pris en charge à l'extérieur du DISMUD. Derrière, vous aviez effectivement 124 blessés lourds. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Quand vous imaginez que la moitié des blessés étaient quand même des enfants, ils avaient des accompagnants qui arrivaient également avec des problèmes de santé, également avec des pathologies qu'on a évidemment pris en charge. C'est pour ça que dès le début, lors de la planification de la réflexion qu'on a menée sur qu'est-ce qu'on allait installer à bord du bâtiment, on a non seulement installé une chirurgie assez lourde, parce qu'on s'entendait bien à avoir des blessés lourds, mais également une capacité d'hospitalisation légère et une capacité de consultation et de soins qui pouvaient être faites de manière itérative, comme vous allez à l'hôpital en France éventuellement pour réaliser un soin ou ainsi de suite. Et
Ça a été, par exemple, un peu difficile au niveau des soins à réaliser ça au début, puis ça a commencé à rentrer effectivement, et on a eu pas mal de soins et d'activités de consultation qui ont été faites secondairement. Mais il n'y avait pas une activité qui était uniquement centrée sur les blessés lourds. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous êtes prêt à faire des soins à terre? Enfin, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous êtes prêt? C'était une hypothèse à un moment donné qui avait été évoquée par le président de la République. Alors, sur le plan technique, c'est quelque chose qui est probablement un peu plus compliqué. Je resterai sur mon périmètre. Moi, sur la partie médicale opérationnelle, quand je vois la complexité des patients qu'on a aujourd'hui, c'est probablement quelque chose qui est un peu plus compliqué, donc il faut qu'on voit. Je vais apporter un complément d'abord sur les partenaires que vous soulignez. Il y a les partenaires étrangers qui étaient essentiels, effectivement, et qu'on remercie bien évidemment. La deuxième chose, c'est les partenaires, si j'ose dire, d'autres ministères. Là, on est resté sur le service de santé des armées, mais en fait, la structure hospitalière à bord du porte-hélicoptère amphibie a agrégé en fait un plateau médical, je ne sais pas si on peut parler ça comme ça, de 80 soignants à peu près, incluant donc les étrangers, mais des soignants de la réserve sanitaire du ministère de la Santé et également du ministère de l'Intérieur. Je sais qu'il y a des soignants du bataillon des marins-pompiers de Marseille et d'autres. Donc, notamment pour couvrir un nombre de spécialités qui ne sont pas natives, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le service des santé des armées. Je pense notamment à la pédiatrie, et vous voyez qu'il y a eu pas mal d'enfants qui ont été soignés. Voilà, et puis j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur les soins à terre, la décision, elle n'appartient pas aux armées. Merci. Nous avons également des questions en audio. Oui, bonjour, Thomas Keguiner à OSPI Média. J'ai cru entendre le chiffre que je voulais avoir là, juste à la fin. C'était les effectifs soignants, à la fois médicaux et paramédicaux, mobilisés durant ces 2 mois, savoir si les personnels sont restés 2 mois en poste. Et l'autre interrogation, vous l'avez rapidement évoqué aussi, c'est la question de la logistique, d'autant plus que la mission au départ était prévue pour 1 mois. Elle a été rallongée d'1 mois supplémentaire. Sur des soins, effectivement, en chirurgie lourde que vous avez sans doute l'habitude de mener, mais vous évoquiez la question de la pédiatrie, etc. Est-ce que, voilà, comment ça s'est fait, la logistique, la gestion logistique dans la durée sur ces 2 mois, voilà, à la fois effectif et logistique. Merci. Je vais commencer par parler au nom des armées, parce que la logistique, ça commence aussi par des cycles qu'on a effectués en fonction des besoins qui étaient exprimés par les médecins à bord du Dixmude, bien sûr. Et donc, vous avez eu des rotations d'A400M de l'armée de l'air et de l'espace qui amenaient du matériel médical à El Arish. Donc, c'est bien quelque chose qui a été pris en compte de manière interarmée et interministérielle, parce qu'il y a aussi du Quai d'Orsay qui est passé par là. Donc, c'est exactement ça. En fait, on a eu quand même une phase de préparation initiale, effectivement de réflexion interne et avec un dialogue également qu'on a pu avoir avec le partenaire égyptien pour essayer de profiler un petit peu ce qu'on mettrait à bord du bâtiment et ce qui manifestement n'avait pas besoin, ou on n'avait pas forcément identifié un besoin pour les patients qu'on envisageait d'avoir. Il y a eu nécessité effectivement de nous adapter assez rapidement. On l'a fait notamment... on n'avait pas forcément initialement prévu de faire de l'ophtalmologie sur des blessures assez graves. Ça a été fait assez vite, justement avec une adaptation de nos capacités à bord. Donc la logistique, elle a consisté en 2 points. C'est maintenir le flux d'approvisionnement d'un hôpital, et on a parlé de 2 chiffres. On est quand même sur un hôpital quand même de ce niveau-là, et avec des chirurgies aussi complexes, ça consomme. Donc il a fallu effectivement assurer ces flux qui ont été assurés de France par les A400M de l'armée de l'air et de l'espace. Derrière, en plus du réapprovisionnement, j'ai envie de dire normal, il a fallu qu'on ait un dialogue systématique pour évaluer
ce dont on avait besoin, ce qui n'avait pas forcément été envisagé avant le déploiement pour le plus vite possible amener ces moyens dont les personnels avaient besoin. Et je reviens effectivement sur la partie pédiatrique. Sans l'intervention et la coordination qu'on a eue avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé pour justement appuyer le service de santé qui n'a pas cette compétence-là et donc ces moyens-là dans ce qu'il fait habituellement, on aurait effectivement été dans une difficulté assez importante. Donc tout ça s'est fait au fur et à mesure avec un déploiement initial et puis des recomplètements itératifs en fonction des besoins durant l'intégralité de la mission. Durant les 2 mois, ça a été une action permanente. On profite de vous avoir pour avoir une réponse définitive à la différence entre un navire hôpital et un navire médicalisé. Et parce que je connais quand même un petit peu la réponse, pourquoi finalement si peu de marines ont des navires hôpitaux? C'est parce que c'est extrêmement lourd, pas assez polyvalent. Voilà, c'est vraiment parce qu'on profite de vous avoir. Alors, je pense que ça répond à notre besoin. On a les services de santé, en tout cas je vais parler pour le service de santé français, je ne vais pas parler pour les autres, mais nos besoins sont dimensionnés par rapport à notre mission. Notre mission, c'est bien soutenir les armées en opération. Ce qui est dimensionné, ce qui est installé sur le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude, mais les éléments, les 3 autres sont pareils. Et également, on a une activité, une capacité chirurgicale possible sur le porte-avions, sont liés effectivement à nos activités. Ce qui a été fait là est effectivement une capacité, je dirais, extraordinaire au sens propre du terme. C'est bien ce qui a été réalisé, donc ce n'est pas quelque chose qui est prévu. J'imagine que c'est probablement la même chose pour les autres armées, mais c'est à elles qu'il faut poser la question. Je vais peut-être compléter la réponse sur en fait, le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude a rempli les fonctions d'un hôpital pendant 2 mois. Et donc, il y a une valeur dans l'expression que vous utilisez, qui est indubitable. À partir de quoi? D'un navire militaire, d'un porte-hélicoptère amphibie qui dispose de capacités natives d'hospitalisation qui ont été renforcées de manière exceptionnelle. Vous avez vu le plateau médical, vous avez vu les blocs supplémentaires qui ont été rajoutés, les capacités et l'intégration surtout avec d'autres partenaires pour réaliser cette mission médicale. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plus du juridique. Il y a un navire hôpital, si vous le prenez en tant que tel, il y a aussi une définition très précise dans le droit international qui fait référence. Donc voilà. Oui, excusez-moi, j'ai raté la manip tout à l'heure. Ça, à nouveau Thomas Keguiner, Hospimédia. Vous m'avez pas répondu sur juste le nombre, les effectifs au final mobilisés en termes de médecins et paramédicaux. Et juste me rappeler la capacité initiale d'hospitalisation du Dixmude et à combien elle a été montée, upgradée du coup pour la mission. En lit, en bloc. Alors, la capacité sur la partie bloc opératoire est restée standard parce qu'on peut difficilement inventer un bloc opératoire. C'est quand même une structure qui est quand même complexe et qui a des impacts sur la partie, on dit, qualité des soins qu'on est censé produire. Sur le nombre de lits qu'on a installés à bord du bâtiment, on est monté à une 40aine de lits qui ont été à un moment effectivement et assez régulièrement tous occupés. Plus effectivement, parce qu'on l'avait anticipé, qui n'apparaît pas dans cette capacité-là, la capacité d'avoir les accompagnants aussi. On ne peut pas oublier qu'on avait les enfants, il fallait également les loger. Donc voilà. Donc ça, c'est sur la partie, effectivement, la capacité. Sur les volumes des personnels, ça a un peu varié. On était sur donc un peu plus d'une 50aine de personnels du service de santé des armées. On avait une 20aine de personnels de la réserve sanitaire et 10 personnels, 9 du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer répartis entre les services départementaux d'incendie de secours et puis des personnels de la sécurité civile. Sur la répartition, elle a été assez classique entre médecins et infirmiers. On avait environ on est monté à une 20aine de médecins à peu près, et après le reste était des paramédicaux avec effectivement certaines spécialités, notamment qu'on a rajoutées à bord.
qu'on ne fait pas aussi d'habitude. Je pense notamment au fait qu'on a mis un radiologue à bord du bâtiment parce qu'on s'attendait effectivement, compte tenu des profils des blessures et de la masse de blessés qu'on allait avoir, à avoir pas mal d'activités sur la partie imagerie médicale. Voilà. Après, effectivement, ça a été un peu évolutif. Voilà. Je viens là aussi compléter de manière très arithmétique ceci. Pour répondre à votre question, c'est un plateau médical de 80 personnes. Voilà, mais qui a tourné pendant 2 mois. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc il y a eu des relèves, notamment de la relève sanitaire, de la réserve sanitaire, pardon. Première chose. Et quand on parle de capacité native à bord du PHA, du porte-hélicoptère amphibie, par exemple, pour les blocs opératoires, il faut donc entendre non seulement la structure du bloc, il faut entendre les ressources humaines nécessaires pour le faire tourner en continu. Et qui ça sont pas prévus forcément quand le bateau part, par exemple, pour une opération amphibie. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette vision complète de la chose, donc la structure et les ressources humaines et les spécialistes, là encore, qui ont été à bord. Et nous passons maintenant au point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci, Madame la directrice. Je vais commencer ce point presse par le plaisir d'accueillir Monsieur Khalef, qui a été blessé au Mali en 2020 et qui nous fait l'honneur de partager toute la journée à l'occasion d'un duo day avec le chef d'état-major des armées, dont il sort d'un entretien à l'instant, et donc il nous rejoint pour la fin de ce point presse sur les opérations des armées, du périmètre du chef d'état-major des armées. Je vais commencer par l'Atlantique Nord, avec des activités opérationnelles à partir de Brest, notamment le 22 janvier pour le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le Bessam Garonne, qui a donc appareillé de Brest pour transiter en direction de l'Islande. Et depuis le 27 janvier, il réalise actuellement une escale en Islande. Ce déploiement dans le Grand Nord permet d'accroître la connaissance du bâtiment et de son équipage dans ce milieu exigeant en période hivernale, notamment en entretenant notre capacité autonome de situation. Dans les airs et en Lituanie, depuis le 29 janvier, 2 Mirage 2000-5, donc qui sont basés pour effectuer la police du ciel dans les cieux baltes, ainsi qu'un détachement d'une vingtaine d'aviateurs, donc de la mission Enhanced Air Policing, EAP, eh bien ce détachement a été déployé sur la base aérienne de Satenas en Suède. Les Mirage 2000-5 ont décollé de leur base de Šiauliai en Lituanie, accompagnés d'un C-27J lituanien pour l'acheminement du matériel et du personnel. Sur place, donc en Suède, les Mirage 2000-5 ont réalisé des missions d'entraînement avec les Gripen, les chasseurs suédois, les avions de chasse, pardon. Du personnel mécanicien de la Nation Haute a également été intégré au sein de l'équipe de mécaniciens français afin de réaliser conjointement des opérations de maintenance sur les Mirage 2000-5. Ce déploiement permet d'illustrer et de renforcer l'interopérabilité entre la France et la Suède, et je vais reprendre les propos du NATO HQ, plus proche que jamais de l'OTAN. Sur Terre, et pour la mission Lynx, la coopération opérationnelle, après avoir suivi la semaine dernière la formation Seawalk, Cold Weather Operations Course, organisée par le Battle Group britannique, les soldats de Lynx, les soldats français de Lynx, ont mis à profit les savoir-faire acquis au cours d'une séance d'entraînement, d'une séquence d'entraînement dense. Ainsi, les militaires français ont éprouvé leurs compétences techniques et tactiques dans le cadre d'une évaluation complète du sous-groupement tactique interarmes, avec des connaissances mises en œuvre dans des conditions, dans tous les domaines et dans des conditions éprouvantes, de la topographie en milieu nordique au premier secours, en passant par des phases de combat, en gros sur la neige, dans la forêt et par moins 20 degrés. La connaissance interalliée a été également mise à l'honneur. Un détachement du sous-groupement tactique interarmes de l'Enhanced Forward Presence Battle Group Estonie a participé à une compétition de tir interallié qui s'appelait Von Klugen 2024. Celle-ci s'est déroulée sur le champ de tir du camp de Kluga le 27 janvier.
Ces actions d'entraînement permettent aux soldats de s'aguerrir tout en entretenant leurs compétences. Ils préparent ainsi l'exercice Winter Camp qui verra la mise en œuvre de l'ensemble du spectre de leur savoir-faire. Par ces séquences, les contingents de l'OTAN déployés en Estonie démontrent l'engagement concret pour la défense du flanc oriental de l'Europe. En Roumanie, avec la mission Aigle, depuis le 15 janvier, le bataillon multinational dont la France est nation cadre met à l'épreuve son agilité et sa réactivité en conduisant un exercice de déploiement de grande ampleur à travers les Carpates dans un rayon de 100 km autour du camp de Cincu. En parallèle, des exercices conjoints de Command and Control sont menés avec le Brigade Forward Command Element, le BFCE, lui-même déployé à Foxani, dans le sud-est du pays. Ces tests s'inscrivent dans la préparation de l'exercice majeur de l'année 2024 qui s'appelle Dacian Spring. Après une première phase de mise en alerte face à une menace simulée, les unités françaises et belges se sont préparées au déploiement. Donc une semaine à simuler la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, puis l'alerte a été donnée face à une menace fictive sur Cincu et le stade rouge a été déclenché, impliquant un déploiement rapide du centre des opérations et des unités vers des positions de défense. Ces entraînements ont été mis à profit pour exercer les troupes, notamment dans le domaine NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique, pendant un exercice qui en faisait partie et qui s'appelait Eagle Toxic. Ces entraînements divers visent à maintenir et illustrer la crédibilité permanente de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe. Au Proche et Moyen-Orient, voilà, les frégates françaises, donc Alsace du côté de la mer Rouge et Languedoc dans le golfe d'Aden, poursuivent leur mission de sécurité, de sécurisation et d'appréciation autonome de situation. Dans la nuit du 26 janvier, ce week-end, donc, l'Alsace s'est portée au secours du pétrolier Marlin Luanda, touché par un missile en provenance du Yémen. En liaison avec la frégate américaine USS Carney et la frégate indienne Visarapatnam, les militaires ont soutenu l'équipage dans sa lutte contre le violent incendie tout au long de la nuit, un incendie d'hydrocarbures donc, qui s'était déclaré à bord. Après 20 heures de lutte, le feu a été maîtrisé. Le 30 janvier, le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier a franchi le canal de Suez après avoir effectué de nombreuses opérations de ravitaillement au profit de bâtiments français comme alliés. Il poursuit son déploiement de longue durée au profit de son admission au service actif. Par ailleurs, dans le golfe arabo-persique, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 des forces françaises déployées aux Émirats arabes unis participe également à la sûreté des voies maritimes dans le cadre de l'opération Agénor, qui est le volet militaire, je vous le rappelle, de l'initiative européenne European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, EMASO. Enfin, le 24 janvier, 4 Rafales de la base aérienne 104 des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis et un avion A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace ont participé à l'exercice aérien Desert Night aux côtés d'aviateurs indiens et émiriens. Cet entraînement au format inédit a permis de renforcer les connaissances mutuelles et de développer l'interopérabilité entre ces 3 pays riverains de l'océan Indien. Il a ainsi contribué à l'étroite coopération franco-indienne, dont le partenariat stratégique fêtait son 25e anniversaire en 2023, et avec les Émirats arabes unis, partenaire majeur de la France dans la région. Ces exercices et ces actions opérationnelles illustrent l'engagement résolu de la France et de ses partenaires pour la stabilité régionale. On vient de parler du départ du Dixmude qui a quitté El Arish le 27 janvier. Je vais parvenir dessus et passer au dispositif en Méditerranée orientale où les armées françaises maintiennent donc un dispositif maritime cohérent. À cet effet, la FREM, la frégate multimission Provence, poursuit sa patrouille et a pu notamment être ravitaillée par le bâtiment ravitailleur de force BRF Jacques Chevalier, dont nous venons de parler, et puisqu'il a traverser le canal de Suez. Depuis le 30 janvier, la Provence effectue une escale à Alexandrie, occasion d'entretenir les relations bilatérales de premier plan entre la France et l'Égypte. Enfin, l'Atlantique 2, déployé à la Sud, en Crète, a réalisé un vol de surveillance dans les eaux territoriales
territoriales roumaines et bulgares, une séquence qui avait pour objectif de rechercher et localiser d'éventuelles mines dérivantes, illustrant l'engagement des armées françaises au profit de la liberté de navigation et de la stabilité dans la région. En Afrique, dans le golfe de Guinée et dans le cadre de l'opération Corymbe, le 24 janvier, la frégate de surveillance Germinal a repris la mer après une escale au Cap-Vert à Mindelo. Le Germinal a pu ainsi conduire plusieurs patrouilles de surveillance dans la zone d'opération Corymbe afin de caractériser les actions de pêche illicites, non déclarées et non réglementées, INN. Cette action a permis d'identifier au plus loin les navires suspects, grâce notamment à l'hélicoptère Dauphin embarqué et qui a pris à son bord 2 officiers du Bénin et un officier de la Guinée. Ces déploiements conjoints démontrent l'engagement résolu des partenaires pour la sécurité maritime et la lutte contre les trafics dans le golfe de Guinée. Par ailleurs, le Falcon 50, projeté à Dakar, a réalisé plusieurs vols de police des pêches en coopération avec le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. Et ainsi, plus d'une centaine de bateaux de toutes nationalités ont été contrôlés afin de lutter activement contre la pêche INN et les trafics illicites, quels qu'ils soient. Au Gabon, depuis le 16 janvier, pendant 2 semaines, les éléments français participent au challenge militaire régional Equatorian Patrol, aux côtés de 7 partenaires d'Afrique centrale, dont le Cameroun et le Gabon, bien évidemment. Les armées françaises ont valorisé leur expertise dans des épreuves de tir, de topographie, d'endurance et de parcours en zone tropicale. Cette séquence de coopération s'est concentrée sur la protection de l'environnement et la lutte contre les trafics par des forces armées. Équatorial Patrol illustre ainsi l'offre partenariale des éléments français au Gabon, notamment dans les domaines du combat et de la vie en forêt. Cette séquence d'échanges a permis de renforcer les liens entre pays partenaires de la région au profit de la protection de l'environnement et de la sécurité régionale. Et on va au Tchad, avec le 27 janvier, une séquence de tir avec toutes les armes d'infanterie qui s'est déroulée en coopération avec le partenaire tchadien pour une meilleure connaissance mutuelle des procédures, favorisant la coopération franco-tchadienne. Dans la même logique partenariale, un partenariat militaire opérationnel, PMO, dans le domaine aérien, qu'on appelle GATA, pour guideur aérien tactique avancé, se poursuit à l'heure où je vous parle. Et durant plusieurs semaines, ce stage propose des exercices en commun, donc des formations à la fois théoriques et pratiques, avec des stagiaires GATA tchadiens qui guident des avions français, donc dans la phase pratique, et notamment un avion de chasse Mirage 2000D, lui permettant d'identifier un objectif simulé dans des conditions très réalistes, puisque ça se déroule en terrain libre. Cette séquence de coopération et de formation commune entre les 2 partenaires illustre l'action de la France au profit de la stabilité dans la région, ainsi que l'étroite collaboration qui unit les militaires tchadiens et français dans le domaine opérationnel. En Indo-Pacifique, le 23 janvier, le bâtiment pour les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Le 23 janvier, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM Champlain et le patrouilleur Le Malin ont participé à l'exercice Paille en queue. Les 2 bâtiments se sont entraînés à diverses manœuvres de HADR, Humanitarian Assistance Disaster Recovery, et ils ont ainsi réalisé des séquences préparant à l'assistance aux populations suite à une crise sécuritaire ou environnementale, avec des appareillages sous court préavis et la réalisation d'opérations de visite. Par ailleurs, les frégates de surveillance Nivos et Floréal poursuivent leur patrouille dans le sud de l'océan Indien, contribuant ainsi à la capacité autonome d'appréciation de la situation par la France dans cet espace stratégique. Toujours pour les Fazoïs, mais cette fois-ci entre Grande Terre et Petite Terre à Mayotte, les Fazoïs ont appuyé la relève d'effectifs militaires sur sollicitation de la préfecture de Mayotte. Ainsi, un CTM, un navire chaland de transport de matériel de la base navale de Mayotte, a permis ce transbordement, tout comme il a pu relever des détachements militaires issus de la Réunion engagés dans l'opération Magie qui vise à fournir de l'eau potable aux populations de Mayotte. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, depuis le 22 janvier, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux, qui est déployé, poursuit sa patrouille
au profit de la mission opérationnelle 365 de la Forum Fishing Agency, la FFA. Cette mission illustre la coopération entre la France et les pays du Pacifique dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la fameuse INN, qui menace la durabilité des ressources halieutiques et les intérêts économiques des États côtiers. Donc, l'engagement de ce BSAOM illustre dans la durée l'engagement de la France pour l'affirmation conjointe de la souveraineté des pays riverains tout en préservant l'environnement de la région. Et je termine par l'Afrique du Sud, avec les forces armées aux Antilles. Du 20 au 29 janvier, le patrouilleur Antilles-Guyane, le PAG La Combattante, a mené des actions de coopération avec le patrouilleur colombien Victoria dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites dans les Caraïbes. Ce déploiement opérationnel, suivi d'une escale à Carthagène, a renforcé l'interopérabilité entre les deux marines, facilitée par la présence d'un officier de liaison colombien à bord du PAG La Combattante. Une démonstration capacitaire de la marine colombienne ainsi qu'une visite à bord des bâtiments français et colombiens ont conclu cette séquence de coopération illustrant la volonté de lutter contre les trafics et d'assurer la sûreté maritime de la zone. Voilà pour ce rapide tour du monde et je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, madame. On va vous donner un micro. Merci. Si j'ai bien compris le premier plan que vous avez montré, les bateaux dans la mer Rouge, en fait, ils ne sont pas dans la mer Rouge, ils sont dans les golfes d'Éden. Je n'ai pas vu qu'il y avait des bateaux vraiment dans la mer Rouge. Est-ce que vous pourriez donner, et là, les dates étaient de cette semaine, donc des choses qui se sont passées. Vous pourriez dire quelle est la situation actuelle aujourd'hui, quelle est la présence aujourd'hui dans le golfe d'Éden, et s'il y a vraiment une présence française dans la mer Rouge. Merci. Donc, il y a en mer Rouge, il y a la frégate française Alsace, dont j'ai parlé, en mer Rouge. Et la frégate... Pardon ? Là, elle doit être au nord du détroit de Bab el-Mandeb. Voilà. Elle est intervenue ce week-end, comme je vous ai dit, et elle a rejoint la zone il y a à peu près 10 jours. Par le canal de Suez, comme vous pouvez vous douter. Et ensuite, on a une autre frégate qui, elle, est à l'est, à l'heure où je vous parle, à l'est du golfe d'Aden.